entendre les deuxièmes plaidoiries, enfin la deuxième série de plaidoiries sur une affaire au moins aussi complexe, qui est notre jeunesse à tous, avec John Smith et Pocahontas, qui vont être présentés par, alors je reprends, je ne sais plus les noms, donc pour le collège Master, c'est ça, avec Nadia Esaïm, avocate de John Smith, qu'on va entendre tout de suite, et puis ensuite, donc, pour la défense, Joséphine Marie, avocate de Pocahontas. Donc, chacune 15 minutes. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, très estimés consoeurs, lorsque vous observez les deux parties en litige aujourd'hui, je comprends que l'apparente innocence et le charme de Madame Pocahontas puissent vous induire en erreur. Ce fut le cas de mon client, John Smith, lorsqu'il l'a vue pour la première fois. Mais ne vous y trompez pas. Voici, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, la fourberie de la femme incarnée en un seul être et masquée avec tant d'habileté. Elle, à la voix suave, chantant à tue-tête la beauté de ce monde, n'est qu'en réalité la représentation même de la mesquinerie et de la malfaisance, comme peuvent l'être des personnages comme Manon Lescaut ou autres quatrains de la littérature. Les faits sont là. La nature même de cette dernière est admise par ses congénères qui ont fait de son prénom initial Matoaka, Pocahontas. Mais pourquoi donc a-t-on décidé de la nommer ainsi dès son enfance? Je vais vous le dire. Il n'en est rien d'autre que sa nature espiègle et machiavélique. En effet, Pocahontas signifie en langue powhatan « petite dévergondée ». Pensez-vous donc que ce genre de qualificatif est laissé au hasard? Non. La nature même de cette jeune fille est vile et condamnable. C'est une jeune manipulatrice en proie aux démons et aux mœurs les plus déplorables. D'ailleurs, à ce jour, elle-même n'a jamais démenti ce nom. Mon client, John Smith, à l'apparence tout à fait respectable, au savoir-vivre et à la bonté des plus irréprochables, n'est qu'une victime de cette harpie des temps modernes. Comment voulez-vous donc accuser un homme qui vient sur une terre lointaine et merveilleuse, selon les dires du chef Powhatan, et avec les meilleures intentions? Il s'attendait à accomplir sa première mission honorifique en tant qu'agent consulaire. Ne venait-il pas candidement sur recommandation de ce vieux chef déchu? Pensez-vous que la malhonnêteté intrinsèque de ce dernier puisse être soulevée? Car quand bien même cette dernière serait avérée, pourquoi donc le chef se risquerait-il à tant de mots? Non, mon client a fait preuve d'une bienveillance et d'une crédulité sans faille. Il aurait dû, dès son jeune âge, considérer le fait que le monde est animé par une anarchie obésienne, dans laquelle l'homme restera toujours un loup pour l'homme et que les velléités égoïstes de chacun priment sur un altruisme universel. Il aurait dû, je vous le concède, lire plus amplement les messages implicites des contes philosophiques de Voltaire. En dépit de ces prolégomènes, je vais vous démontrer que tout ce qui est reproché à mon client n'est qu'une addition d'inexactitudes. Car quand bien même mon client s'est constitué partie civile, il est regardé, pointé du doigt comme l'accusé dans cette affaire. Une débauchée. Voilà ce qui nous réunit, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour. Les agissements d'une petite dévergondée que je compte bien vous prouver pour que justice soit faite et que vous entriez en voie de condamnation. Si aujourd'hui nous sommes réunis en cette instance extraordinaire, c'est qu'à l'issue d'un premier procès, mon client a été condamné à la peine capitale. Comme énoncé et développé dans mes conclusions, le droit à un procès équitable et les droits de la défense ont été violés. Mais il ne s'agit pas ici, devant cette cour d'assises extraordinaire, où le droit français viendra s'appliquer, de débattre de l'irrégularité de la procédure de première instance. Depuis ce premier procès, 4 mois sont passés. Un laps de temps assez conséquent, je le reconnais, mais qui équivaut au temps qui m'a été nécessaire pour parcourir la traversée entre Londres et la Virginie. Une fois à quai, curieuse de voir à quoi pouvait ressembler Grand-mère Feuillage, j'allai dans la clairière. Quelle ne fut pas ma déception de voir qu'elle n'était qu'un arbre ordinaire portant de vulgaires lunettes. Elle ressemble plus à Michel Polnareff qu'à un sérieux magistrat.
Mais jusqu'où ira-t-on accepter n'importe qui et n'importe quoi à des fonctions si importantes dans notre société? Bientôt, la lampe d'Aladin présidera la Cour pénale internationale et Lumière sera nommé secrétaire général des Nations Unies. Entre le premier procès et celui qui se tient aujourd'hui, 4 mois se sont écoulés. 4 mois durant lesquels mon client a été placé en détention provisoire sans être présenté devant le juge des libertés de la détention. 4 mois, c'est 17 semaines. C'est 122 jours. C'est 2920 heures. C'est 175 200 minutes. C'est 10 515 200 secondes. Voilà ce que représentent 4 mois dans le temps. Mais ces 4 mois ont paru être une éternité pour mon client. 4 mois à penser qu'il était condamné à mort. 4 mois à être ligoté à un poteau comme s'il était un être vivant dénué de sensibilité. La mise en cause se plaît à chanter à tue-tête qu'elle sait que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Mais qu'en est-il de l'homme, lui qui respire, dont le sang chaud coule dans les veines, dont le cœur bat, ne mérite-t-il pas sa considération? Je ne peux que trembler de peur d'imaginer la manière dont elle traite les animaux, la faune et la flore, elle qui a si peu d'estime pour l'espèce humaine, comme en témoigne l'attention qu'elle porte à mon client. Même la chèvre de M. Seguin vivait dans de meilleures conditions que celle de détention de mon client. Et tout cela pourquoi? Pour quelle infraction? Celle d'homicide volontaire de l'animal de Pocahontas. Oui, mon client a été amené à tirer sur l'animal de la mise en cause. Mais la question qui se pose est de savoir pourquoi a-t-il été amené à tirer? Pourquoi l'a-t-il tué? Quelle était son intention? Celle de le tuer volontairement? Non, certainement pas. À l'image de Mulan et son dragon Mouchou, la petite sirène et son crabe Sébastien, ou encore Jasmine et son tigre Raja, Pocahontas a son raton laveur Miko. Et tout comme le maître qui dresse son chien de sorte que dès lors qu'il se met à siffler, celui-ci vient au pied, Pocahontas a dressé Miko de telle sorte que dès qu'elle se met à chanter, celui-ci rapplique prêt à attaquer. Pocahontas a fait de son animal une arme. En effet, l'article 132-75 du Code pénal énonce que l'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. Dès lors qu'elle s'est mise à chanter et que Miko est apparue toute griffe, sortie prêt à bondir sur mon client, l'intention de la mise en cause ne faisait plus aucun doute. Il s'agissait simplement d'attaquer mon client dans le but de le blesser, voire même de le tuer. Cependant, bien que l'accusation se plaise à crier que l'infraction commise est celle de l'homicide volontaire, là encore, la qualification juridique est erronée. En l'espèce, il s'agit d'un sévice grave ou d'un acte de cruauté encadré par l'article 521-1 du Code pénal. Mais cela ne représente qu'un infime élément du débat, car le point essentiel est que face à l'attaque de cet animal, mon client a agi en état de légitime défense. Au sens de la loi pénale, pour que la légitime défense soit caractérisée, il faut que l'agresseur agisse de manière inattendue, soudaine et concomitante à l'acte de légitime défense qui doit être proportionné. Mon client n'a jamais été mis au courant de l'utilisation de ce type d'arme sur ce territoire. De plus, il ne pouvait soupçonner que le chant inopiné de Pocahontas avait pour effet d'appeler son animal. Mais surtout, il n'a pas vu venir l'attaque de Miko, ce qui, en l'espace d'une fraction de seconde, a placé mon client dans un état de panique intense. Terrorisé, il a utilisé le premier objet pour se protéger, à savoir son fusil, et cela simultanément à l'attaque physique du raton laveur. S'il n'avait pas riposté, mon client se serait fait écorcher vif par les griffes acérées et la mâchoire affûtée de Miko. La conséquence de cette attaque aurait été la mort pour mon client. Les critères étant remplis, mon client a agi en état de légitime défense. Mais, si par extraordinaire, cette qualification ne saurait être retenue par la Cour, celle de la chasse des nuisibles devra l'être. Depuis l'arrêté du 30 juin 2015, le raton laveur est classé comme une espèce non indigène nuisible. Depuis l'arrêté du 2 juin 2016, la chasse de ces espèces est autorisée, dont l'article 2 permet de détruire par tir ces derniers durant la période de la chasse. Les faits se sont passés le 11 novembre 2018. La période de la chasse est du 9 septembre 2018 au 15 janvier 2019. Le tir de mon client est donc justifié. Il ne peut, en tout état de cause, être retenu responsable de sévices graves sur Miko. Bien que sa confiance envers la justice fût mise à rude épreuve, mon client espère aujourd'hui, devant cette cour si bien composée, obtenir gain de cause. Car dans cette affaire, c'est lui la victime. Oui, il a tiré sur l'animal de Pocahontas, mais pourquoi a-t-il été amené à devoir tirer? Parce qu'il poursuivait Pocahontas dans la forêt. Et pourquoi l'a-t-il poursuivi?
parce qu'il cherchait à l'appréhender pour qu'elle réponde de ses actes. Mais de quels actes parle-t-on? Parce que, volontairement, Pocahontas a mis le feu au campement de John. Comment a-t-elle pu pénétrer dans le campement? Parce qu'elle a organisé une manifestation illégale. Tout est lié, mesdames et messieurs. Le principe de la causalité adéquate est ici sans appel. Voilà les infractions dont s'est rendue coupable la mise en cause. Le droit de manifester est un droit fondamental, dont seuls nous, sujets de la royauté, savons faire usage. Notre réputation internationale de râleur nous précède. Cependant, il est nécessaire que avant que toute manifestation ait lieu, que celle-ci fasse l'objet d'une déclaration préalable. Comme énoncé dans mes conclusions, le décret-loi du 23 octobre 1935 énonce les conditions nécessaires à la déclaration préalable. Le Code pénal définit une manifestation non déclarée comme le fait d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable. Madame Pocahontas savait, car nul n'est censé ignorer la loi, qu'une telle démarche administrative est nécessaire à l'organisation d'un tel événement. C'est elle l'instigatrice de la manifestation. Alors, peut-être est-elle atteinte du même mal que certains de nos élus, celui de la phobie administrative. Mais la résultante de cette non-déclaration est que la mise en cause s'est rendue coupable de l'organisation d'une manifestation illégale. Si seulement le non-respect de cette obligation était la seule infraction caractérisée par la mise en cause. Hélas, découlera de ce cortège une calamité. À l'issue de cette marche, toute sauf pacifique, Madame Pocahontas mettra le feu au campement de M. Smith. 10 ans d'emprisonnement et 150 000 livres fantasiens d'amende. Voilà la peine prévue pour le fait de détruire ou de détériorer des biens appartenant à autrui par l'effet d'un incendie. Peut-être a-t-elle voulu déclarer sa flamme à mon client. Il suffit de le regarder pour constater sa grande beauté. Il y a de quoi être tout feu, tout flamme. Ou bien peut-être a-t-elle voulu faire un feu de joie pour exprimer la sienne de l'arrivée de M. Smith et son escadron. Mais il n'en est rien. Ne vous laissez pas amadouer par les beaux yeux de cette gente dame. Vous faites face à une pyromane. Oui, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, à une pyromane. Mon client a vu de ses propres yeux la mise en cause mettre volontairement le feu au campement pendant que la manifestation tournait au vinaigre. Elle a également détruit l'entière exploitation de maïs et de navets, ce qui caractérise une infraction sur la même base juridique, punie d'une peine de 15 ans de réclusion criminelle et de 150 000 livres fantasiens d'amende. Le saisissement de ce bout de bois enflammé coûtera cher à l'accusé. Si, par chance, aucune perte humaine n'est à regretter, le préjudice matériel est important. Les tentes, le matériel militaire de recherche d'or, les barques, les vivres, tout est parti en fumée. Le préjudice matériel, comme exposé dans mes conclusions, est caractérisé. Mais le préjudice matériel n'est rien comparé au préjudice moral subi par mon client. Plongez votre regard dans ses yeux bleu azur et vous y verrez le traumatisme, la peine, la peur et son innocence exploitée. Lui qui a été condamné à mort, lui dont les droits fondamentaux ont été violés, lui qui a été détenu dans des conditions dégradantes, lui qui a perdu dans le feu tous les souvenirs et les bibelots auxquels il était attaché, la photo de sa grand-mère, la lettre d'amour de sa fiancée, la montre goussée de son père et sa médaille de baptême. Alors certes, le matériel n'est qu'éphémère, mais les souvenirs, eux, restent, et le préjudice moral subi par mon client également. Au vu des moyens exposés, je demande à cette Cour extraordinaire de justice de condamner Madame Pocahontas à la peine encourue pour incendie de plantation, à savoir 15 ans de réclusion criminelle et à 150 000 livres fantasiens d'amende, d'assortir cette peine d'une injonction de soins pour ses troubles pyromanes et de condamner Madame Pocahontas au paiement de 140 000 livres fantasiens au titre du préjudice matériel et à la somme de 1 000 livres fantasiens au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Juger, c'est aimer écouter, essayer de comprendre et vouloir décider, comme le disait l'illustre magistrat Pierre Drey. Je vous ai présenté les éléments vous permettant de comprendre, tout en espérant que vous ayez aimé m'écouter. Il est maintenant temps pour vous, ô noble magistrat de cette Cour extraordinaire, de décider.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, Chateaubriand remarquait que les forêts précèdent l'homme, les déserts le suivent. À l'heure où la terre se meurt, il y a ceux qui savent quelle est notre mère et notre plus grande richesse, et ceux qui en ont fait leur jouet, leur objet, leur déchet. Le procès d'aujourd'hui oppose deux êtres humains. Celle qui a le savoir d'être une femme dans la nature, et celui qui l'ignore et pense être un homme au-dessus de la nature. John Smith est un bel homme. Il est fort, il est blond aux yeux bleus, l'idéal masculin. Matoaka, qui signifie petite plume de neige, est une belle indienne, les cheveux bruns qui dansent dans le vent, surnommée Pocahontas, qui signifie petite dévergondée, l'idéal féminin. Lui est un navigateur anglais, elle, la fille d'un chef indien. Tous les éléments sont présents pour leur prédire un avenir merveilleux, un véritable conte de fées. Et pourtant, combien de fois faudra-t-il que l'on se fasse avoir par ces princes arrivés du Nouveau Monde pour que nous comprenions la leçon ? D'aucuns imagineraient aisément une belle histoire à l'eau de rose, au reflet coloré d'un amour liquide. Mais leur réalité s'apparente davantage à une fiole de poison sombre et bouillonnant. Dans cette effroyable affaire, les victimes de John Smith se comptent en dizaines et parfois même en centaines. Mais avant de déplorer ces pertes, revenons-en aux faits, aux contes de fées. Il était une fois une terre merveilleuse, une terre où chaque être vivant est respecté, sanctifié, aimé, où la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais une rivière qui, printemps ou hiver, change d'humeur et de couleur, et qui attend un voyageur de la mer. Et quel voyageur! Un homme qui n'est animé que par la découverte de trésors matériels, de pierres de toutes les couleurs, de sable d'or, et qui est guidé par qui? Par le père de Pocahontas, père déchu par sa propre tribu, lui qui en a été le chef, lui qui a été tenté par le diable lui-même et qui aujourd'hui en paye le prix. À la seule parole d'un hors-la-loi, John Smith a non seulement franchi nos frontières, mais il a en plus causé le plus grand désastre que notre terre ait connu. Les arbres sont tués, le sol est violé, les animaux tués. Avant de débuter, je souhaite attirer l'attention de la Cour sur les histoires qui lui ont été relatées. Monsieur Smith a démultiplié les versions de ses aventures, qui relatent des faits qui ont bouleversé la vie de ma cliente et qu'il décrit comme de véritables peccadilles, une histoire parmi tant d'autres. Ma cliente a aujourd'hui l'occasion de vous apporter la vérité. Et croyez-le, elle est loin d'être un dessin animé Disney. De qui la justice retiendra-t-elle l'histoire ? De cet homme, animé par la richesse et la reconnaissance, qui est prêt à aller à l'autre bout du monde sur les seules paroles d'un vieillard ? Ou de celle de Pocahontas, l'indienne qui n'agit que pour l'intérêt de sa tribu et de la protection de sa terre, qui, à l'âge de 12 ans, a eu le courage de s'élever contre ceux qui l'envahissaient. Le procès qui se déroule sous vos yeux n'a malheureusement rien d'original. D'un côté, des Occidentaux persuadés de leur supériorité parce qu'ils portent des chaussures et des casques de fer, et qui, à coups de plomb et de poudre, détruisent toute autre civilisation. Et de l'autre, un peuple qui tente vainement de défendre la terre de ses ancêtres et de sa famille depuis des millénaires. L'éternel combat de David et Goliath. Pour que ce procès puisse être juste en droit et en éthique, il faut déterminer d'abord les règles qui vont lui être appliquées. Ma contradictrice applique sans vergogne le droit français, preuve encore de l'égocentrisme occidental, logique de l'envahisseur qui veut imposer à tous ses propres règles. Mais c'est parce que ses esprits, comme ses mots, sont remplis de nuages. Et pourtant, si j'entre dans votre jeu, votre droit est sans effet ici. Tout d'abord, les faits se sont déroulés quasi entièrement sur le territoire de la tribu Powhatan. Ensuite,
le domicile de la défendresse, à savoir Pocahontas, et le territoire Powhatan. La juridiction saisie doit donc dépendre de ce territoire. Et enfin et finalement, mais surtout, c'est vous, Monsieur Smith, qui avez saisi un tribunal étranger. Et ce n'est que par courtoisie que la tribu Powhatan accepte qu'il soit composé par moitié d'étrangers. Qu'espérez-vous? Vous êtes sur des terres étrangères. Vous serez donc jugé sur le droit de la nature. L'attaque soulève donc des demandes devant un tribunal incompétent, et qui plus est, se fondant sur des dispositions qui ne sont pas applicables puisqu'elles résultent d'un droit étranger. Il est donc logique que le tribunal rejette l'ensemble des demandes qui sont formulées devant elle. D'autant plus que ces demandes sont toutes infondées. Avant de vous le démontrer, il faut d'abord que je vous rappelle la principale différence qui existe entre le système occidental et notre système. Notre système reconnaît la personnalité juridique non pas aux seuls êtres humains, mais à tout ce qui vit et que la nature a créé. En effet, l'article 515-14 du Code civil amérindien confère aux entités vivantes tous les droits, pouvoirs, obligations et responsabilités liées à la personnalité juridique. Vous croyez que la terre vous appartient tout entière et qu'elle n'est qu'un tapis de poussière? Mais pour nous, la terre, la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, un esprit et un cœur. Nous leur reconnaissons donc les mêmes droits qu'à l'homme, car chez nous, tous les êtres vivants ont la même valeur. Je souligne également à la Cour que la nature a porté plainte contre M. John Smith pour coups et blessures sur sa personne, ainsi que pour le meurtre de plusieurs dizaines d'arbres. Et que par conséquent, comme l'autorise le droit amérindien, elle s'est portée partie civile à ce procès, et je serai l'avocate qui la défendra. Au départ, je pensais évoquer les actes de M. Smith et les conséquences sur ces différentes victimes. Mais je me rends compte maintenant qu'il me faut d'abord rétablir la vérité sur Pocahontas. Laissez-moi vous poser une question. De quels moyens dispose le peuple Powhatan face à la destruction de sa terre? Il n'a en ce cas que deux possibilités: répondre par la force ou agir par la non-violence. Tel qu'il en est usage entre les tribus indiennes, Mademoiselle Pocahontas et son conjoint Kokum ont tenté d'engager une discussion de façon pacifique avec les colons anglais. Un de ses vieux maîtres lui avait dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Profitant du contexte, ma cliente a pensé qu'enfiler un gilet de sécurité lui permettrait d'être protégée contre les colons. Mais il n'en était rien. À la vue des gilets jaunes, les Anglais ont commencé à ouvrir le feu. Des pierres ont été lancées, des pierres magiques qui produisaient de la fumée et qui leur attaquaient les yeux. C'est pourquoi, dans ce chaos, ma cliente a dû rapidement prendre une décision. Elle avait le choix entre repartir et laisser seuls ses frères et ses sœurs qui étaient en train d'être assaillis. Ou elle avait la seconde possibilité, déclencher un feu pour détourner l'attention des Anglais. Elle a donc invoqué l'esprit du feu, seul être lui permettant d'intervenir rapidement. Et cela ne peut pas lui être reproché. Car oui, me direz-vous, tous les êtres de la forêt sont vivants, mais pas les objets construits par l'homme, non, et encore moins le campement construit par les colons anglais. De tels biens matériels ont déjà perdu leur âme depuis longtemps. Le feu salvateur déclenché par Pocahontas n'a en plus touché aucune victime. Le brasier a été rapidement éteint et ni les Anglais ni la forêt n'en a pâti. Reprocher un incendie non criminel à ma cliente tandis que vous veniez dans l'intention d'envahir ses terres? Ah oui, pour vous, tout l'or de Cortés, l'argent de Pizarro ne seront que falaises. Et quel objectif? Les dépositions des témoins précisent que, à peine arrivé en terre amérindienne, John Smith fit élever un campement. Tout est là. Les frontières amérindiennes ont été franchies sans accord express de la tribu. Il n'y a eu de leur part aucune diplomatie, aucun visa de tourisme ou de travail, aucune intention louable, seulement celle de l'invasion. Mais Monsieur Smith, pensez-vous être un homme raisonnable?
Lorsqu'un vieillard vient vous voir en pleine nuit, il pleut, il fait froid, il est habillé n'importe comment, il a visiblement quelques coups dans le nez, et il vous dit qu'il a des richesses inexploitées et intarissables, ne voyez-vous pas là qu'il y a quelque chose de malhonnête dans sa démarche? La seule allusion à une chose qui est jeune et qui sortirait du sol a suffi pour réveiller chez vous des instincts de hors-la-loi qui vous portent jusqu'à l'autre bout du monde. Mais monsieur Smith, si je vous dis de sauter par-dessus la falaise parce que j'ai vu quelque chose de jaune qui brillait en bas, vous le faites? Et vous ne vous êtes pas demandé ce qui était jaune et qui pouvait sortir du sol? Je ne sais pas, moi, un poussin qui vient de naître, un pissenlit au printemps, un manifestant qui a reçu un pavé sur la tête, ou bien tout simplement du maïs. Parce que oui, monsieur Smith, ce dont le grand chef Powhatan vous a fait l'éloge, c'est le maïs que cultive depuis des centaines d'années notre tribu. Maïs qui a été la source de l'exil de ce chef déchu, qui en avait fait une source de trafic avec les anciens colons. Vous qui pensiez tout gagner, vous allez tout perdre, et ce, pour quelques graines de pop-corn. Que personne ne me fasse croire que John Smith souhaitait conquérir le cœur de Pocahontas. La traquer en pleine nuit dans la forêt, la coincer contre un rocher, la menacer de mort, de telles techniques de drague ne sont pas homologuées. C'est du harcèlement, et pire, c'est une tentative de meurtre. Il ne lui a laissé que le choix de sa mort en véritable gentleman, une balle de son fusil ou un saut de l'ange dans le vide. Certains parleraient même facilement de crime de haine. Les idées de M. Smith et de sa petite bande de colons sur les peuples qu'ils envahissent et colonisent sont assez particulières, il faut dire. Ils sont fiers de crier et presque parfois de chanter, tous des sauvages, même pas des êtres humains, puisqu'ils ne sont pas blancs. Le tribunal ne peut plus douter de l'intention des colons d'exterminer la tribu Powhatan. Ma contradictrice attaque un incendie, moi j'attaque sa réponse. Pensez-vous que c'est une réaction proportionnée d'assassiner un enfant qui, à la suite d'une manifestation réprimée, a eu l'intention de détourner l'attention des assaillants? Heureusement pour ma cliente, un agent des forces de l'ordre de la forêt était présent pour la protéger. En effet, le dénommé Miko, jeune raton laveur, est intervenu pour protéger la vie des habitants de la tribu. L'agent Miko a utilisé ses petites griffes pour tenter de détourner l'attention de l'assaillant. Mais il n'en était rien. John Smith, en tant que guerrier expérimenté, a esquivé l'attaque et l'a abattu sur le coup. Un trophée de plus pour la collection du chasseur blanc. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, désormais, la vérité a éclaté et il ne vous reste plus qu'à la juger. N'oubliez pas que ce procès est la vitrine de nombreux autres. Grâce à vous, les John Smith ne pourront plus régner sans foi ni loi. C'est pourquoi plaise au tribunal de relaxer mademoiselle Motaoka au bénéfice de la certitude de son innocence sur les torts qui lui seront reprochés, à savoir l'organisation d'une manifestation illégale, le déclenchement d'un incendie volontaire et la détention forcée de M. John Smith. Et de déclarer coupable le dénommé John Smith pour avoir traversé illégalement le territoire de la tribu Powhatan avec l'intention de l'envahir et de l'exterminer, d'avoir détruit la forêt, d'avoir tenté de tuer mademoiselle Motaoka et finalement d'avoir tué M. Miko. Mais soyons réalistes, vous n'êtes pas seul, Monsieur Smith. Vous êtes accompagné, bien sûr, par votre solide bande de rustres anglais. Vos bras droits et gauche dans vos crimes. Mais saviez-vous que dans notre droit aussi, ce genre de petit club anglais a son nom? C'est ce que l'on appelle une bande organisée. Et vous l'êtes organisée. Un chef qui commande, les autres qui exécutent. Un coup de pioche par-ci, un coup de fusil par-là. C'est pourquoi je demande au tribunal d'aggraver la sentence retenue contre M. Smith du fait de son appartenance à une telle bande, de le condamner au paiement de dommages et intérêts suffisants pour replanter la forêt et de saisir le radeau de M. John Smith. Également de le condamner à la peine de mort
afin que son âme se réveille sous une autre forme physique et qu'il serve la nature jusqu'à la fin des temps. Finalement, nous demandons au tribunal d'engager et de superviser la signature d'un traité de non-invasion entre la couronne d'Angleterre et la tribu Powhatan. Ce traité sera bien sûr authentifié par Grand-Mère Feuillage. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, permettez-moi une dernière requête. Lors de votre jugement, n'oubliez pas l'enseignement de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, mais nous l'empruntons à celle de nos enfants. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, très estimés consoeurs, sortez les mouchoirs, sortez les violons, ou en l'occurrence, les you-you et les tambours. Nous sommes face à une comédie orchestrée par l'accusation. Alors apparemment, Miko serait officier de police. On aura vraiment tout entendu. Je constate avec tristesse que le fléau des chichas goumantes en métropole prend une toute autre tournure ici. Le calumet de la paix a fait bien des ravages. Il serait opportun que la Cour ajoute une injonction de soins pour les troubles toxicomanes de la mise en cause. S'agissant de la dite destruction de la forêt, à aucun moment il n'est relaté que mon client a procédé aux recherches, quitte à détruire la forêt et ses richesses. Il est important de souligner que c'est du conditionnel qui a été utilisé. Mon client avait peut-être l'intention de ne pas lésiner les efforts à entreprendre pour trouver de l'or. Or, il n'a pas mis ses paroles à exécution. Peut-on vraisemblablement condamner un individu pour les paroles et non des actes? Les paroles peuvent-elles constituer un délit, un crime? Ce ne sont pas des propos racistes, ni des menaces, mais juste des pensées qui n'ont pas été réalisées. L'élément matériel étant absent, l'infraction n'est pas caractérisée. Il ne peut être tenu responsable des paroles emportées par l'air du vent. Mais surtout, ma contradictrice avance que mon client est venu ici sans autorisation ni rien. D'accord. Vous pensez vraiment que mon client est venu ici, sur cette terre lointaine et dite merveilleuse, de son plein gré? En tant que représentant de la couronne d'Angleterre sans qu'il ne reçoive aucune affectation? Ne vous y méprenez pas. Mon client n'est pas de ceux qui suivent le gourou Benalla. Il a reçu une affectation de mission par l'édit du roi du 28 juin 2018. Mais surtout, nous sommes en Virginie. Face à votre obstination, je ne peux que comprendre Camus quand il disait « la bêtise insiste toujours ». Je ne vais pas m'épuiser à vous répondre, je vais vous laisser insister. Je me permettrai simplement de vous rappeler que, depuis le 12 juillet 1998, par délégation du roi Jacques Ier, la bande à Radcliffe a fait de cette terre lointaine et merveilleuse la Virginie, où le gouverneur Radcliffe, en plantant le drapeau d'Angleterre, a dit, et je cite, « J'ai l'honneur de revendiquer cette terre et toutes ses richesses au nom de Sa Majesté le roi Jacques Ier. Elle constituera l'ultime joyau de sa couronne. » Il serait bon de vous rendre à l'évidence. C'est pour cette même raison que le droit français s'applique sur cette terre et non votre droit imaginaire où tout est permis tant que cela va dans le sens de la mise en cause. Vous voulez nous faire passer pour de méchants colons, mais depuis l'intégration des terres Powhatan, une partie de la tribu a toujours été contre la couronne d'Angleterre. Pourtant, ce n'est pas faute de la part du gouvernement d'avoir fait un pas vers vous. C'est sous l'influence et en prenant en compte les coutumes Powhatan qu'a été accordé aux animaux le caractère d'êtres vivants doués de sensibilité. Alors, je sais que le contexte actuel tend à la révolte, aux revendications, voire même à la révolution. Mais il est temps d'arrêter tout cela. Un climat de paix, c'est tout ce que tout le monde demande. Car oui, je vous le dis, et je m'adresse directement à vous, Madame Pocahontas, vos rêves d'indépendance s'apparentent à une victoire du PSG en Ligue des Champions, c'est illusoire. Je vous demande donc, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, de mettre fin à cette mascarade et de rejeter les demandes formulées par la défense. Pour finir, Madame Pocahontas, il n'y a pas de place pour les ennemis de la couronne en Virginie. S'il est difficile pour vous et ceux qui partagent vos idéaux de vivre en Virginie, grand bien vous fasse.
Partez, personne ne vous retient. Car la Virginie, soit on l'aime, soit on la quitte. Ça va être sportif. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, ma chère consoeur, je vais d'abord vous préciser une chose, c'est que le contradictoire est apparemment une règle qui peut se dérober un peu facilement et que les conclusions ont été communiquées simultanément. Je vais donc tenter de répondre à ma consoeur maintenant. Tout d'abord, je voudrais seulement dire, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Désormais, la tribu Powhatan n'est plus seule face aux envahisseurs qui agissent déjà tels de véritables Christophe Colomb. Ma contradictrice invoque des violations de droits qui sont purement occidentaux. Mais madame, n'oubliez pas que l'Europe n'est pas le centre du monde et que tous les systèmes de droit ne se valent pas. Si chez vous, les droits de la défense, celui à un procès équitable et à des conditions de détention sont des principes acquis, il n'en est pas de même dans la tribu Powhatan. Chez nous, pas de CEDH, pas de constitution pour proclamer les droits de l'homme. Nous avons bien une charte de la nature qui protège tous les esprits et toutes les âmes de la forêt. Elle prévoit que la destruction des éléments naturels dotés de la personnalité juridique justifie le déferrement du coupable devant la juridiction suprême, grand-mère Feuillage. Et en plus, grand-mère Feuillage n'a pas besoin de votre reconnaissance pour avoir un jugement qui ait valeur d'autorité de chose jugée. Le fait qu'elle porte des lunettes n'a aucune incidence sur son jugement d'ailleurs. Mais aucun texte d'ordre interne ou international ne force les autorités Powhatan à assurer un droit de la défense et des conditions de détention particulières. Il ne peut donc pas être reproché à la tribu d'avoir traité ce criminel comme leur droit l'entend et de l'avoir condamné à mort, puisque c'est la pratique coutumière de cette tribu. Et c'est bien peu quand on a des centaines de victimes sur le dos. Et également, c'est bien beau d'avoir tout ce droit, les droits de l'homme, mais c'est bien hypocrite aussi, quand vous reconnaissez d'humanité qu'à ceux qui vous ressemblent. Et oui, quel principe humain de votre société de détruire la nature et une tribu dans le seul objectif de découvrir de la poussière jaune. En plus, vous me parlez de manifestation qui doit être déclarée. Mais la déclarer devant qui? Vous qui arrivez sur nos plages et qui mettez un campement, vous attendez à ce que ma tribu aille simplement, gentiment, toquer à la porte et vous dire « Excusez-moi, voilà, demain, je compte passer l'après-midi devant votre campement à vous dire que c'est pas bien ce que vous faites. » Mais on n'a de compte à rendre à personne, madame. Nul n'est censé ignorer la loi, vous dites. Mais doit-on être au courant de toutes les lois et de tous les systèmes juridiques qui nous entourent? Non, on a à ignorer la loi. Jamais. Nous n'ignorons pas la loi, nous respectons la nôtre. Je voudrais simplement dire également que planter un drapeau sur la Lune n'a pas fait de moi sa propriétaire. Vous pensez qu'arriver et prendre une photo de vous, tel Liam Armstrong qui arrive et qui me prend une photo sur la Lune, et que le territoire vous appartient? Mais non, madame, nous n'allons pas partir parce que cette terre nous appartient depuis des centaines d'années. N'oubliez pas que ce procès est avant tout un procès de l'homme contre la nature qui l'a détruit. T'as délibéré?
Moi, c'est le jeune. Du coup, j'ai pas pu monter le volume. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On éteint les caméras? Non, on laisse tourner. Il reste 4 ans. Sans déconner.